Bonsoir à tous, bienvenue à la conférence coulisses de l'exposition Bacon en toutes lettres, qui ouvrira la semaine prochaine. Elle est animée par monsieur Didier Ottinger, commissaire de l'exposition. Je remercie infiniment d'être là ce soir à quelques jours de l'ouverture. La conférence va durer à peu près 1 heure. On prévoit un moment de questions-réponses. N'hésitez pas après donc, à intervenir à ce moment-là. Voilà, bonne conférence à tous. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Parfait. Bon, bien, bonsoir. On est encore en train d'accrocher des tableaux qui doivent arriver pour les derniers demain matin. Donc l'exposition est encore en chantier, si on veut. Je vais, plutôt qu'une conférence, vous faire une sorte de pré-visite guidée, en fait. Vous expliquer un peu d'abord quels sont les tableaux qui sont présents dans l'exposition et les raisons pour lesquelles ils se trouvent là. Évidemment, il est utile, je pense toujours, de présenter rapidement, pour ceux qui ignorent encore, quelle est l'œuvre et l'histoire de Francis Bacon, cet artiste anglais, donc né en 1909, qui a une vie et une jeunesse tourmentées. Je ne m'étendrai pas trop sur cet aspect-là des choses. Je crois qu'on en a beaucoup fait, on a beaucoup tartiné autour de l'histoire de Bacon comme artiste un peu maudit, etc. Ce n'est pas exactement celui que l'exposition s'emploie à mettre en lumière, mais évidemment, on pourrait aussi faire des conférences entières sur la vie passionnée de Francis Bacon, mais ce n'est pas mon propos. Tout commence pour Francis Bacon, en fait, autour de l'année 1927-1929, lorsqu'il effectue un séjour après avoir été pendant quelques années à Berlin, mais à cette époque-là, il n'était pas tout à fait soucieux d'être un peintre encore. Il se rend à Paris, et là, il découvre une exposition dans la galerie Rosenberg, en 1927 ou 8, et il découvre une exposition de dessins de Picasso. Et il a l'habitude de dire, enfin il a dit, et ses biographes l'ont répercuté, que c'était le moment où naît sa conviction qu'il doit devenir un artiste. C'est sous l'influence de Picasso que se déclenche cette vocation d'artiste. Quel Picasso? Un Picasso particulier, puisqu'on est en 1929, un Picasso qui est à l'époque très proche des surréalistes, au point que certains historiens considèrent qu'il y a, ça fait encore l'objet de débat, une véritable période surréaliste de Picasso. Toujours est-il que cette période en question est marquée par des tableaux comme celui-là, dont vous verrez un écho assez net dans l'exposition de Francis Bacon. C'est le moment où Picasso réalise des peintures inspirées par ses séjours à Dinard, où il a une liaison passionnée avec sa jeune maîtresse avec laquelle il vient de faire connaissance quelques temps plus tôt, qui est Marie-Thérèse Walter. Et il y a un certain nombre de sujets de ce type-là qui présentent des personnages qui sont en train de tourner des clés de cabine de bain. Et la petite histoire raconte que cette jeune femme, qui était effectivement très très jeune, parce que quand Picasso la rencontre, elle a 17 ans, aujourd'hui il serait embastillé, mais à l'époque c'était encore possible, et il rencontre cette jeune femme qui vient en vacances à Dinard, alors que Picasso est là avec son épouse et ses enfants. Et il lui rend régulièrement visite dans ces fameuses petites cabines que vous voyez ici. Donc un sujet dans lequel se mêle à la fois un profond désir érotique, une stylisation qui est proche de celle des surréalistes de l'époque, et c'est par ces œuvres-là que Francis Bacon entre, si vous voulez, en peinture. À Paris, pendant ce séjour, il se dit également très très marqué par une œuvre qu'il découvre lorsqu'il séjourne pendant quelque temps à Chantilly, au musée Condé. Il voit ce tableau de Poussin qui le marque là aussi très fortement. Il en retient en particulier le cri de la mer dont on voit ici l'image. Autre grande découverte pour Francis Bacon pendant ce séjour parisien, là on est certain que c'est en 29 parce que l'œuvre est présentée pour la première fois à Paris en 1929, c'est sa découverte du Chien andalou de Luis Buñuel, premier véritable film surréaliste. Pendant des années, Bacon se référera à l'impact de l'œuvre de Buñuel sur sa propre pratique, et ce qu'il précisera, ce qu'il donnera comme information à propos du contact entre lui et Buñuel, c'est la précision qu'il reconnaît à l'œuvre de Buñuel. Donc vous voyez, là aussi, on n'est pas non plus dans le stéréotype d'un surréalisme qui pourrait être remarqué pour ses raisons de cruauté, de violence, d'excès, etc. C'est précisément la précision qui fascine Francis Bacon. Et là aussi, dans la période qui est considérée dans l'exposition, c'est quelque chose qui vous apparaîtra avec une grande évidence, je pense. Autre découverte, toujours dans cette année 1929, un film
de Sergei Eisenstein, le cuirassé Potemkin, que voit Francis Bacon à Paris. Là aussi, même remarque de la part de Bacon, certes l'intensité des images, mais avant tout le travail de construction même des images qui fascine Francis Bacon. Et là aussi, on verra un certain nombre de reprises d'images extraites du cuirassé Potemkin dans l'œuvre de Bacon. Après cette velléité de devenir un artiste, Bacon va retrouver l'Angleterre, où là, il va, pendant quelques années, exercer l'activité de décorateur d'intérieur. Et il fera des meubles comme ceux que vous voyez ici, qui sont inspirés par le modernisme parisien qu'il a vu, en particulier Helen Gray, qui l'inspire beaucoup pour ses meubles tubulaires. Il réalise également, et cette fois dans un style que vous reconnaissez comme étant issu de l'Art Nouveau, d'Aux Enfants par exemple, des formes nouvelles, c'est les tapisseries, des paravents, etc., encore empreints, disons, de la tradition formelle du cubisme, pour faire court. Pendant quelques années, il va avoir une activité parallèle de peintre, et c'est la période pendant laquelle certains historiens considèrent qu'il traverse une période que l'on peut appeler picassienne. C'est en particulier Anne Baldassari qui consacre un essai à Picasso et Bacon et qui analyse dans ces années-là l'influence de Picasso sur Bacon. Elle est absolument déterminante puisque vous avez ici une représentation non pas d'un tableau de Bacon, mais d'un tableau de celui qui est son mentor pendant ces années à Paris, qui est à Londres, pardon, qui est un peintre d'origine australienne qui s'appelle Roy de Maistre, qui est plus avancé en connaissances artistiques que Bacon et qui va le guider, le conduire dans des revues, dans des galeries à Londres où Bacon aura l'occasion de découvrir toutes les grandes revues parisiennes, Documents, les Cahiers d'art et autres. Et pendant ces années-là, Bacon va peindre dans un style très très proche de ce Picasso de la période de Dinard. Ce qu'on voit ici, c'est l'atelier de Bacon, peint par ce Roy de Maistre, et on voit effectivement des piles de tableaux où apparaissent des figures qui semblent décalquer des figures de Dinard. Première peinture qui vaut à Bacon la reconnaissance publique, cette crucifixion de 1933, où là il n'y a plus grand-chose à vrai dire de Picasso. Il est parallèlement fasciné par l'imagerie scientifique en particulier. Il commence à collectionner des ouvrages où il est question de la radiographie et il peint ce type de tableau. Tout commence réellement pour lui artistiquement en 1944 lorsqu'il participe à une exposition de groupe avec les grandes figures de l'art moderne anglais de l'époque, comme Sutherland en particulier. Et là, Bacon déclenche une véritable stupeur en présentant dans cette exposition ce triptyque, les trois figures au pied de la crucifixion. On en reparlera un peu plus tard. Pour balayer rapidement quelques séries emblématiques de l'œuvre de Bacon qui ne seront pas dans l'exposition du Centre Pompidou, pour vous donner les repères néanmoins, autour des années 50, de nombreuses peintures animalières. Il faut savoir que la plupart de ces tableaux de Bacon ont des sources qui sont à chercher du côté de la photographie. Et là aussi, ça restera pour lui un modèle de référence constant. Évidemment, à partir de 1949, il va engager une série très importante qui va l'occuper pendant plusieurs années, qui est celle des papes hurlants, qui sont inspirés par un seul tableau qu'il ne verra jamais. Il refusera de le voir, y compris lorsqu'il ira sur le site géographique où ce tableau est conservé, c'est-à-dire à Rome, à la galerie Doria. C'est le portrait du pape Innocent X de Velázquez. Velázquez restera évidemment la référence jusqu'à la fin de sa vie, on verra comment. Ici, un photogramme extrait du cuirassé Potemkin pour montrer également comment le cinéma, la photographie, constitue pour Bacon une source d'inspiration iconographique. Ce tableau va lui inspirer un certain nombre cette image va lui inspirer un certain nombre de tableaux. Autre série importante, la série qu'il consacre à Van Gogh. Et c'est intéressant parce que, plus qu'une identification possible avec la figure de Van Gogh, je crois que c'est déjà une conscience qu'a Bacon du tragique de l'histoire. Ce tableau de Van Gogh, dont il s'inspire et à partir duquel il va produire une série de variations, est un tableau qui a, et c'est intéressant de le noter, disparu pendant le bombardement de la ville de Dresde lors des derniers combats de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que l'idée d'une civilisation, de chefs-d'œuvre de l'art qui ont été
réduit en cendres sous l'effet de la violence de l'histoire est quelque chose qui intéresse fortement Bacon. Il y a là comme une métaphore de sa réflexion sur la tragédie de l'histoire, appliquée là en l'occurrence à un des grands chefs-d'œuvre d'un artiste qu'il admire, Van Gogh. Voilà pour l'histoire. Pour ce qui est des expositions Bacon, cette exposition qui va être inaugurée la semaine prochaine est une exposition qui fait suite à une grande rétrospective qui a été organisée en 1996, ici même au Centre Pompidou, et dont le commissaire était David Sylvester, qui est l'auteur des grands entretiens qui sont publiés régulièrement et qui constituent sans doute l'ouvrage, beaucoup le pensent, l'ouvrage qui au XXe siècle est le plus intelligent, le plus documenté, le plus instruit à propos de la façon dont un peintre conçoit lui-même son œuvre. Voilà ce qu'était l'exposition du Centre Pompidou, des triptyques, un système d'accrochage très, très dépouillé. Ce qui était remarquable, c'est que les simèses, c'est-à-dire les murs sur lesquels les tableaux sont accrochés, étaient généralement peints de gris, de beige. Ce que vous notez également, c'est l'extrême bassesse de l'accrochage des tableaux de Francis Bacon. C'est quelque chose qu'il a toujours voulu. Il a donné un certain nombre de préconisations à ses galeries et aux commissaires de ses expositions. Il souhaitait que les tableaux soient accrochés à peu près à 20 cm du sol. Pourquoi ? Pour favoriser effectivement, c'est ce qu'il disait, le contact entre ses œuvres et les spectateurs, afin que les œuvres apparaissent comme une sorte de continuité de l'espace naturel, ou alors comme une sorte de scène de théâtre sur lesquelles accéderaient les spectateurs de ses œuvres. Autre image ici qui montre ce qu'était cette exposition. Et voilà à quoi ressemblera celle que vous découvrirez dans quelques jours, qui est une exposition de taille plus réduite que celle de 96, et qui est conçue, vous le voyez, selon un schéma qui mêle des tableaux de Bacon et des espaces qui vont rester vides, presque vides, dans lesquels vous entendrez la lecture d'un certain nombre de textes fétiches de Bacon opérés par des acteurs dont on va parler un peu plus tard. Une des particularités de cette exposition qui va s'ouvrir, c'est qu'elle s'attache à la séquence de l'œuvre de Bacon qui fait suite à sa grande exposition de 1971 au Grand Palais. C'est une exposition absolument mémorable pour les spectateurs bien sûr, mais aussi très importante pour Francis Bacon. C'est la première fois qu'il a l'occasion de contempler, alors qu'il est âgé d'un peu plus de 60 ans, il a l'occasion de contempler l'ensemble de son œuvre qui se déploie comme jamais il avait eu l'occasion de la voir se déployer. Donc c'est évidemment l'occasion pour lui d'opérer une forme de bilan, de voir là où il a failli, là où il s'est égaré et surtout là où il doit aller. Et c'est effectivement à partir de cette année-là que va s'opérer une véritable mutation, à la fois dans le registre de la sensibilité, mais également dans le registre esthétique, dans la peinture de Francis Bacon. Le voilà ici. Et cette exposition de 1971, elle est importante aussi parce qu'elle est marquée par un incident tout à fait dramatique qui survient quelques jours avant le vernissage de l'exposition. C'est le décès du compagnon avec lequel Bacon s'était rendu à Paris. Ils séjournent ensemble dans un hôtel qui est connu, dont on voit ici d'ailleurs au centre une évocation. C'est l'hôtel des Saints-Pères dans le Marais. Et quelques jours avant le vernissage, Georges Dyer, puisque c'est de lui dont il s'agit, décède brutalement. Accident lié à l'absorption massive de barbiturique, suicide, plus probablement. Toujours est-il que cet événement-là va évidemment beaucoup marquer Francis Bacon, et il va consacrer à ce décès 3 grands triptyques qui ouvriront l'exposition que vous allez découvrir dans quelques jours, qui sont généralement baptisés par la critique anglaise les triptyques noirs. Ils ne sont pas particulièrement noirs, vous verrez, ils sont même absolument flamboyants chromatiquement, mais ils sont noirs évidemment par la teneur même de leur iconographie, puisque tous célèbrent ou remémorent cet accident survenu à Georges Dyer. Georges Dyer que vous voyez ici à droite et que vous voyez à gauche s'effondrant, sachant que Georges Dyer était un personnage qui avait pratiqué la boxe, c'était un mauvais garçon qui, au dire de Bacon lui-même, avait passé davantage de temps dans les prisons anglaises qu'en liberté. Toujours est-il que Bacon s'en éprend très fortement et il finit là, dans cet hôtel. Le voilà ici, avec un parallèle souvent établi
par les exégètes de l'œuvre de Francis Bacon. Lorsqu'il représente George Dyer, il s'inspire d'une photo, ce qu'il fait d'ailleurs exclusivement lorsqu'il peint des portraits. Il demande à un de ses amis photographes, en particulier John Deakin, de réaliser des portraits des personnes que Bacon va ensuite peindre. Ce portrait a été rapproché évidemment d'un buste de Michel-Ange. C'est peut-être anecdotique, mais ça signifie aussi quelque chose d'important, et ça va être une constante de l'œuvre de Bacon. George Dyer est à la fois l'être le plus misérable, il deviendra une sorte d'alcoolique, invétéré d'ailleurs, et en même temps, Bacon le représente avec une forme de dignité qui peut s'apparenter, si ce n'est formellement, en tout cas idéologiquement, à ce qu'était la grandeur, la prestance et la dignité d'un empereur romain. L'idée de confronter la stature d'un empereur, avec tout ce que ça symbolise, et un homme totalement à l'état de déchéance, est tout à fait inscrite au cœur de l'œuvre de Bacon, et on la retrouvera à plusieurs reprises. Deuxième triptyque de cette série des triptyques noirs, qui cette fois documente quasi comme une chronique réaliste cet épisode du décès de Dyer, qui, on le sait, après sa mort, à travers l'enquête qui a été menée par la police parisienne, avait évidemment, sous l'effet des barbituriques, abondamment vomi dans l'évier de la salle de bain et avait été retrouvé assis sur les toilettes, mort. Au centre, on le voit comme aspiré ou appelé par une apparition, une figure qui est évidemment une figure nocturne, dans laquelle certains ont vu la prémisse des Euménides. Je crois que ce n'est pas exactement ça. C'est simplement une figure nocturne qui symbolise la mort qui va s'emparer de Dyer. Troisième triptyque qui, lui, vient de la Tate. Vous le verrez, les couleurs ici ne sont absolument pas celles-là. Ce triptyque est un des plus puissants de l'exposition. Cette exposition de 1971, donc pour revenir à elle, va être aussi marquée par la réalisation par Francis Bacon de 2 tableaux dont il pensait ne pas pouvoir obtenir le prêt. Le premier est un pape, c'est celui-là, le pape de 1962, Red Pope. Le prêteur le refusait. Bacon estimait que c'était un tableau capital pour jalonner son parcours artistique, donc il le refait en 71. Même chose avec un autre tableau, celui-là, qui réinterprète un de ses tableaux les plus célèbres, très connu évidemment, parce que c'est un tableau de 1946, qui est le premier tableau de Francis Bacon à intégrer une grande collection publique. Le tableau, après sa réalisation, celui-là, alors voilà la version originelle, si on veut. Ce tableau a été acquis par le MoMA de New York et le premier grand tableau de Bacon à intégrer une collection internationale. Évidemment très important pour Bacon. À l'époque, sa technique picturale était très approximative, très précaire. Et évidemment, le tableau est dans un état tellement pitoyable de conservation que le MoMA refuse de le prêter. Et dès lors, Bacon réalise cette copie. Ce qu'on constate avec ces 2 exemples, c'est que Bacon réinterprète très largement. Il ne s'emploie absolument pas à réaliser une copie exacte du tableau, qu'il le réinterprète. Et ce que ça signifie pour nous, pour moi en particulier, c'est que Bacon se sent suffisamment à ce moment-là, 71, sûr de son art et suffisamment maître de sa technique pour pouvoir réinventer et, c'est possible, perfectionner le tableau qu'il avait réalisé des décennies plus tôt. C'est vrai que stylistiquement, on est dans un autre univers, et vous le verrez dans l'exposition. De même, un peu plus tard, il réalisera, et cette fois en 88, un projet qu'il avait instruit depuis les années 50, qui était de donner une seconde version de ces fameuses Euménides de 1944, les 3 figures au pied d'une crucifixion. Vous le verrez, celui-là, dans l'exposition. C'est un tableau qui impressionne par sa dimension théâtrale, qui ressemble vraiment à une mise en scène d'un grand opéra ou d'une grande tragédie grecque. Alors, le sujet de l'exposition aussi, hormis cette présentation des œuvres de Bacon de 71 à 92, date de son décès, est caractérisé, vous le verrez, par cette mise en relation des œuvres de Bacon avec certaines sources littéraires. Petite histoire de cette relation de la peinture à la littérature, il faut savoir que c'était quelque chose qui n'était pas forcément bien vu et qui était même
disqualifiant pour un peintre moderne. La chose commence, en fait, cette espèce de divorce entre la peinture et la littérature commence avec un texte canonique très important pour tous les historiens de l'art moderne. C'est le texte que vous voyez ici, qu'écrit un des principaux critiques de l'art de la peinture moderne américaine, Clement Greenberg, qui publie un texte en 1940 qui s'intitule « Toward a Newer Laocoon ». C'est un texte qui reprend, en radicalisant les termes, un texte qui avait été écrit en 1776 par un auteur allemand, Lessing, et qui réfléchissait à la distinction entre la peinture et la littérature, qui rompait d'une certaine façon avec une tradition ancienne, antique d'abord, puis classique, qui s'employait, elle, au contraire, à mesurer la façon dont la littérature et la peinture pouvaient échanger leurs procédés et devenir d'une certaine façon complémentaires. La chose est rompue, d'abord esquissée avec Lessing et radicalement avec Clement Greenberg. Clement Greenberg rejette cette idée d'une peinture qui puisse être liée à la littérature au nom des valeurs qui vont être celles du modernisme formaliste dont il va être le principal théoricien et qui fait de la peinture un exercice qui doit s'exercer dans le champ limité de sa spécificité matérielle, technique. La peinture ne doit exprimer que la peinture, elle doit donc en particulier être abstraite, et la littérature ne doit traiter que de littérature. Là s'opère un véritable divorce. Cette idée-là va évidemment se développer historiquement et elle va acquérir une sorte de force de loi avec une série de textes qui vont être publiés d'abord dans les années 50, en Europe en particulier, avec d'abord ce texte de Georges Bataille consacré à Manet, où Bataille va entériner et commenter cette idée d'un divorce entre la peinture et la littérature en disant qu'effectivement Manet et en particulier Le Déjeuner sur l'herbe sont les première manifestation d'une peinture moderne, c'est-à-dire d'une peinture émancipée de la littérature à laquelle elle était attachée d'abord historiquement par les peintres classiques, on connaît Poussin, etc., mais également par les peintres académiques. Donc cette peinture moderne, nous dit Bataille, serait une peinture pure. Lui aussi parle de ça. Enfin, pureté chez Bataille, c'est un problème. Un autre auteur qui va un peu plus tard parler de ce divorce, évidemment, c'est Gaëtan Picon, secrétaire d'État, je crois, dans le ministère de Malraux, grand écrivain également, grand historien d'art, qui publie en 1974 ce livre, vous le voyez, « Naissance de la peinture moderne ». Et si vous vous plongez dans cet essai, vous verrez qu'il n'y a pas de doute possible pour Picon. Une peinture moderne, c'est précisément celle qui a divorcé avec le récit littéraire, avec la littérature d'une façon générale. Alors vous comprenez que dans ce contexte-là, pour Francis Bacon, parler de littérature, bien qu'il était un grand lecteur, bien qu'il ait produit un certain nombre de tableaux inspirés par des ouvrages, il n'était pas question d'en parler. Il avait déjà suffisamment à se défendre en étant un peintre qu'on qualifiait d'existentialiste, ce qui n'a jamais été, en étant un peintre figuratif, à l'époque du triomphe de Pollock, de Newman ou de Mark Rothko. Si en plus il avait dit qu'il s'intéressait à la littérature, c'était carrément fini pour lui. Donc, il est pudique. Il est pudique jusqu'à un moment précis, très clairement, autour des années 70. Autour des années 70, précisément, on change de paradigme. Après cette période qui est celle du grand modernisme, donc de la peinture abstraite, on arrive au milieu des années 70, 73 disent certains, un peu plus tard d'autres, on arrive à un moment où d'abord les architectes, puis les philosophes, puis les peintres se font l'écho d'un mouvement de sensibilité qui ramène les artistes vers la pratique d'un art figuratif et surtout qui n'a plus aucune pudeur quant à la relation que cette peinture entretient avec la littérature. Cette idée-là et ces valeurs-là se cristallisent, en tout cas en France, dans une série d'expositions qui sont organisées au début des années 80 par le Musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, et dont vous voyez ici le catalogue d'une exposition en 82. Les artistes en question, qui sont cette fois des artistes figuratifs, peintres et littéraires, sont ceux que vous voyez, effectivement. Vous savez comment Gérard Garouste ne cesse encore maintenant, mais dès cette époque-là, de se référer à la littérature, Kiefer, évidemment aussi, avec la grande littérature allemande en particulier, etc., etc. Et à partir de ce moment-là,
évidemment, c'est plus facile aussi pour Francis Bacon de parler de littérature. Et on le voit dans les interviews des années 70 et 80, il ne cesse de parler de littérature pour, à la fin, dans les dernières interviews, dire explicitement que finalement, son univers poétique est davantage du côté de ses sources littéraires favorites plutôt que du côté du panthéon de l'histoire de l'art. Bon, ça, je vais passer. C'est les quelques expériences, parce qu'évidemment, il est vrai qu'une fois cette chose dite, comment peut-on exposer la littérature dans un musée ? C'est une vraie question que je me suis posée pendant quelques mois. La solution généralement la plus pauvre qui est retenue dans les expositions, vous l'avez vu, vous le savez, c'est de présenter de pauvres livres dans une vitrine. Voilà, les livres. Mais de quoi parle-t-on ? Un livre n'est pas un objet spécialement esthétique. C'est un document, certes, mais on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut pas le lire. On ne sait pas trop de quoi on parle. L'exposition, vous le verrez, vous fait entendre les voix donc, de lecteurs de ces passages des ouvrages qui ont intéressé Francis Bacon. Les poètes, évidemment, vous les verrez aussi dès l'entrée de l'exposition, c'est Jacques Dupin, un des poètes qui est devenu un préfacier de Francis Bacon dans les années 80, après le décès de celui qui est son grand préfacier, celui qui l'introduit en France dans les cercles littéraires, c'est Michel Leiris. Michel Leiris, on y reviendra, que Bacon rencontre dès le milieu des années 60, qui devient le traducteur des entretiens de Leiris avec Sylvester, le préfacier de ses principales expositions à Paris dès 1966. Première exposition à Paris de Bacon à la Galerie Mag. Voilà à nouveau Michel Leiris. Alors les textes qui sont lus, les 6 textes. Vous verrez, si vous regardez le catalogue de l'exposition, nous avons reproduit en fin de volume, sur du papier Bible, une liste exhaustive des ouvrages qui constituaient la bibliothèque de Francis Bacon. Elle compte 1000 titres, il y a de tout, des ouvrages de cuisine, des ouvrages sur le sport, mais bien sûr, évidemment, de la littérature, de la philosophie, et on s'est livré à une sorte de décantation pour essayer d'en extraire la substantifique moelle, c'est-à-dire le groupe d'artistes susceptibles de rendre compte de ce qu'est l'univers poétique de Bacon. Ça commence évidemment par Eschyle. Eschyle, que Bacon découvre en 1939, indirectement, lorsqu'il assiste à Londres il y assiste à plusieurs reprises à une représentation d'une pièce de T.S. Eliot, qui sera là un peu plus loin, qui s'intitule « La réunion de famille ». Et là, Bacon entend la voix d'Eschyle, puisque le texte de Eliot est une transposition dans l'Angleterre contemporaine du drame de l'Orestie, c'est-à-dire d'un parricide, d'une série de drames de cette nature-là. Un peu plus tard, 1942, on sait que Bacon lit avidement un essai, cette fois érudit, d'un spécialiste de la tragédie antique en Angleterre, qui est Stanford, et qui publie un livre sur le style d'Eschyle. Bacon le lit évidemment attentivement, et il en retient surtout une nouvelle traduction ou un essai de traduction d'un certain nombre de passages qui vont évidemment marquer profondément Bacon jusqu'à la fin de sa vie. D'autres épisodes autour d'Eschyle. Ceci est une représentation classique, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, de cette tragédie, où vous voyez apparaître en arrière-plan les fameuses figures dont va s'emparer Bacon à partir de 1974, qui vont proliférer dans ces tableaux, qui sont les Euménides. Ici, vous voyez un hommage direct de Bacon à Eschyle, un tableau qu'il désigne lui-même comme étant inspiré par l'Orestie d'Eschyle. Au centre, une évocation qui, si vous connaissez l'histoire d'Eschyle, renvoie à Agamemnon et à la façon dont il a été assassiné par son épouse. À droite et à gauche, des figures d'Érénaïs, on les appelle les Furies à Rome, on les appelle dans le texte d'Eschyle, dans la partie finale, les Euménides. Elles ont plusieurs noms. En tout cas, ce sont des créatures assez redoutables qui ont pour mission de poursuivre inlassablement les parricides, ceux qui ont injurié les dieux, et ceux-ci sans trêve ni répit. 1974, c'est la première apparition d'une Euménide, vous la voyez à droite, pas très aimable, dans un tableau qui présente aussi un intérêt particulier, puisque lorsqu'il est livré à la galerie, qui est la galerie à l'époque de Francis Bacon, la galerie Marlborough, il accompagne cette livraison d'une petite note où il dit explicitement
c'est la première fois que j'ai le sentiment d'avoir réalisé un tableau pleinement selon l'ambition qui est la mienne. Vous le verrez dans l'exposition, effectivement, il marque une vraie rupture. Il est frappant par sa géométrie rigoureuse, par son économie de moyens, par son intensité et par son chromatisme, vous le verrez, vraiment électrique. On retrouve ici une de ces fameuses Euménides. On en voit une ici encore en premier plan. Tout ça sont des tableaux que vous verrez dans l'exposition. Ce que Bacon retient également d'Eschyle, là aussi, il le dira au fil des interviews, au fil du temps, et finalement, il le confessera. Pour lui, s'il fallait résumer Eschyle à une seule image, ce serait celle du sang ou d'une flaque de sang. Et effectivement, il va peindre un certain nombre de tableaux, tel celui-là, où il y a simplement sur la toile une flaque de sang. Au passage, vous voyez quelque chose qui a été souligné par un certain nombre d'analystes de l'œuvre de Bacon, c'est ce que son art peut devoir à l'art américain qui lui est contemporain. Ici, c'est difficile de ne pas penser à Mark Rothko, comme s'il rendait cette peinture abstraite américaine à sa dimension tragique, celle que précisément les peintres américains avaient eu à cœur d'évacuer. Autre tableau dans l'exposition, on est en 84, très étonnant, vous le verrez, surprenant de la part de Bacon, dont le sujet, encore une fois, n'est pas la route ou la voiture que vous voyez en arrière-plan, mais précisément la tache de sang qui est sur le trottoir. Il en peindra un autre en 86, celui-là, et on peut imaginer que cette idée de la flaque de sang a pu lui être inspirée à ce moment-là par un reportage qui circulait abondamment dans la presse de l'époque, qui était lié à l'assassinat du Premier ministre suédois, Olof Palme, dont les photos de l'assassinat montraient précisément ce trottoir avec cette flaque de sang. Oui, parfois, on voit apparaître les lecteurs de ces textes. Ici, c'est Hippolyte Girardot. Pour aborder le second ouvrage qui va être évoqué dans l'exposition, La naissance de la tragédie, Nietzsche, que Bacon va lire évidemment abondamment. Cet ouvrage en particulier, ça ne pouvait que l'intéresser puisqu'il est question précisément d'analyser les ressorts poétiques de cette tragédie, en particulier celle d'Eschyle. Vous savez que dans son essai, Nietzsche considère que la tragédie, le grand genre de la tragédie antique, ne survit pas à Sophocle et à Eschyle, que Euripide, qui vient après eux, en est une formule extraordinairement dégradée, c'est la vision de Nietzsche, une représentation extrêmement dégénérée. Donc Bacon, effectivement, est au cœur de cette problématique en lisant l'ouvrage de Nietzsche. L'ouvrage de Nietzsche est caractérisé aussi par la formulation par Nietzsche de l'opposition de deux principes constitutifs pour lui de la tragédie antique, et on pourrait dire de la tragédie tout court. La tragédie, qu'est-ce que c'est finalement? C'est la coïncidence de principes opposés. Certains les opposent, certains en font un principe de continuité. En tout cas, Nietzsche va donner à cette idée-là les noms de Dionysos et d'Apollon, qui sont pour lui les deux divinités qui inspirent les principes antagonistes ou complémentaires, plutôt complémentaires, de cette tragédie grecque. Dionysos, qui est-ce? Alors, c'est d'abord un demi-dieu qui est élevé, qui a pour précepteur un personnage que vous voyez ici, qui est Silène, qui lui est une créature qui incarne l'ivresse. C'est un personnage du débordement, et on imagine qu'avec un précepteur comme celui-là, Dionysos, évidemment, va être enclin, lui aussi, à se livrer aux excès. On voit ici à nouveau le Silène, vous le voyez, qui est dans l'état qui était son état naturel, c'est-à-dire l'ivresse absolue. Bacchus, qui est l'autre nom que l'on donne à Dionysos, va devenir, dans la mythologie grecque, le dieu qui représente le vin et l'ivresse, évidemment, et tous les états de débordement. Là où l'être sort de lui-même, là où l'être est débordé par la violence, la passion, l'érotisme, le printemps, etc., liste qu'établit Nietzsche, on a Dionysos qui apparaît. Vous le voyez ici, représenté évidemment par un artiste, c'est pas un hasard, qui est l'artiste de référence absolue pour Bacon, qui est Velázquez, le jeune Velázquez. On retrouve ici Dionysos, qui était accompagné toujours d'un cortège de ménades, c'est-à-dire de créatures prises d'ivresse, etc. On retrouvera Dionysos
chez un auteur. Alors, il faut savoir aussi que dans une certaine histoire associée au mythe de Dionysos, il est dévoré, déchiqueté, mis en pièces par les titans, avant, évidemment, l'âge des Olympiens. Ça fait partie du récit de Dionysos. Et il est surprenant de retrouver cette image d'un dieu mis en lambeaux, découpé en tranches fines, dans un texte qui sera le premier texte où apparaîtra en France une image d'un tableau de Francis Bacon, c'est Les Larmes des Roses de Georges Bataille, publié en 1962, où pour la première fois, Georges Bataille va publier les images de ce supplice des 100 morceaux, qui était un supplice infligé pendant la Chine impériale à des criminels. Le supplice consistait à les gaver d'opium et ensuite à les débiter en tranches fines, vivants. Ça fascinait Georges Bataille pendant des années et finalement il reproduit ces images. Ce qui le fascine, et il le dit, c'est qu'il voit sur la face de ce supplicié un sourire d'extase. Et cette idée-là, évidemment, est passionnante pour Georges Bataille, mais on en parlera un peu plus tard. Donc vous avez Dionysos d'un côté, et vous avez de l'autre côté, évidemment, Apollon. Apollon, lui, Nietzsche définit bien quels sont les champs d'attribution spécifiques de ces deux divinités. Apollon, c'est la représentation figurée, c'est la peinture, donc c'est la forme claire, définie, cernée, c'est la forme parfaite, la beauté, qui rayonne dans la lumière. Dionysos, vous l'avez vu, lui, c'est la confusion, c'est l'ivresse, c'est l'épanchement, c'est tout l'opposé. Le voici ici, Apollon, et évidemment, c'est aussi lui qui a pour mission, mythologiquement, de répandre la lumière sur le monde lorsqu'il dirige le char du soleil qu'il dirige. Donc, lumière d'un côté et, si on veut, obscurité de l'autre. Ici, un autoportrait de 71. Cette idée de la tragédie, Bacon va l'illustrer presque directement en s'inspirant d'un tableau qui est celui-là, qui est conservé au Louvre, et qui est un tableau d'Ingres, Oedipe. C'est intéressant de voir que Bacon va se tourner vers Ingres de façon de plus en plus systématique dans ces années 80. C'est le moment où il est absolument excédé d'entendre dire par les critiques en particulier que sa peinture relève de l'expressionnisme. Ça, c'est le mot qui le fait absolument hurler. Il n'est pas expressionniste. Il est absolument obsédé par une idée de clarté, de précision, qui sont évidemment des valeurs aux antipodes de tout ce qu'on peut attacher à l'expressionnisme. Pas de lyrisme débridé, etc. C'est un peu plus compliqué, mais quand même. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il se tourne vers des néoclassiques, des maîtres du dessin. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase de Ingres qui définissait le dessin comme la probité de l'art. Et cette idée du dessin, effectivement, elle devient obsessionnelle chez Bacon, et vous le verrez dans l'exposition, pendant les dernières années, les 20 dernières années, il devient un dessinateur, je crois, assez exceptionnel. Pour en revenir à cette idée d'une peinture polarisée, enfin d'un art polarisé entre les puissances ou l'inspiration d'Apollon et de Dionysos, il faut rattacher Bacon peut-être au surréalisme. L'histoire de Bacon et du surréalisme, elle est complexe. En 1936, au sortir de cette phase picassienne, qui était un Picasso, je vous l'ai dit, surréaliste elle-même, Bacon se sent suffisamment surréaliste pour proposer certains de ses tableaux à une exposition organisée à Londres par André Breton, au Burlington Gallery, et qui est une des expositions internationales du surréalisme. Les deux commissaires anglais de l'exposition, Penrose et Reid, vont dans l'atelier de Bacon, reviennent en lui disant « Non, vous n'êtes pas assez surréaliste ». Nous, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'il sait penser surréaliste, et je pense qu'il le restera inconsciemment très longtemps. Ici, on le voit lors de son vernissage en 1971 au Grand Palais. Vous voyez l'air radieux qu'il affiche, bien que l'on soit, souvenez-vous, 2 jours après la révélation du décès de son compagnon Georges Dyer. Mais là, il a toutes les raisons d'être réjoui, puisqu'il se trouve devant 2 personnages qui sont pour lui des modèles indépassables, André Masson à droite et Juan Miro à gauche. Je vous montre ça parce que je pense que peut-être, à un moment donné, Bacon a imaginé comment peindre en étant fidèle à l'inspiration dionysiaque. Or, il se trouve qu'il y en a un qui a fait ça avant lui, c'est précisément André Masson. André Masson, vous le savez, il a été le compagnon très très proche de Georges Bataille, et à la fin des années 30, il fonde
ensemble, en Espagne, à Tossa del Mar, un projet de revue qui va être concrétisé en 1937, qui est la revue Acéphale. André Masson va dessiner la couverture d'Acéphale, c'est-à-dire ce personnage, vous voyez, qui était tété. C'est un personnage décapité. Évidemment, ce que veut dire Bataille et Masson à travers cette représentation, cet emblème de leur revue, c'est qu'il va être question d'un monde gouverné par les instincts, par l'animalité, par tout, sauf précisément cette raison qui était évidemment caractérisée par la tête ici disparue. Ce qui va conduire Masson, authentique peintre dionysien, à produire ou à être fasciné, et ça jusqu'à la fin de sa vie, par cette idée des métamorphoses. Là aussi, Nietzsche est très clair sur ce point. Dans l'origine de la tragédie, il rattache l'inspiration de Dionysos aux mères, c'est-à-dire aux matrices d'où tout naît et se transforme. Et il associe, et il emploie le terme de métamorphose, dont le génie, au fond, de Dionysos, s'il devait être résumé en un mot, serait celui de métamorphose. Il n'y a pas de forme stable, il n'y a pas de forme finie et close, et c'est précisément ce que va peindre Masson toute sa vie, avec ici cette métamorphose des amants, ou ici un autre tableau qui s'intitule « Métamorphose explicitement ». Bacon, évidemment, doit trouver d'autres solutions, de même qu'il devait trouver d'autres solutions quant à la relation de la peinture à la littérature. Il trouve d'autres solutions pour essayer, ou pour réussir, à formuler une peinture dionysienne. Une peinture dionysienne, ça peut ressembler à ça. Vous en verrez des tableaux comme ça, très surprenants. Il y a de nombreux tableaux de paysages ou des tableaux sans figure dans les dernières années de Francis Bacon, un peu moins connus. Une dune de sable, c'est par définition un objet improbable. C'est un objet qui s'affale, qui n'a pas de contour, qui n'a pas de forme, on le sait bien. C'est ce qu'il s'attache à peindre. Ici, il peint peut-être encore plus fort et encore plus dionysien un filet d'eau ou de l'eau qui s'écoule d'un robinet. On peut difficilement imaginer un objet plus informe. Autre possibilité de formulation de cette inspiration dionysiaque dans la peinture, celle qu'en a donnée Georges Bataille, qui était évidemment lui aussi un grand dionysien, et qui, dans la revue Document, consacre un article et une série d'études à ce qu'il appelle l'informe. L'informe, je crois qu'il est là, dans le tableau par excellence de Francis Bacon. À propos de ce tableau, il y a quelque chose qui mérite d'être souligné également, c'est que en 1985, vous le verrez dans un petit film qui figure également dans l'exposition, Bacon reçoit dans son atelier David Sylvester, comme il le fait depuis les années 60. Sylvester l'interviewe à nouveau, la séquence est filmée, et soudain, Bacon entraîne Sylvester dans son atelier, devant un chevalier, lui désigne ce tableau en lui disant « Voilà, là, et vous verrez, ça sort de sa bouche, c'est le tableau le plus accompli de mon œuvre. » On est, vous le voyez, en 82. Il en reste quelques-uns derrière, mais celui-là est véritablement le premier. Et là, Sylvester est interloqué, il a l'air de chercher ses mots, il dit « Mais pourquoi, comment, etc. » Et Bacon répond en un seul mot « Immaculate ». Ce tableau est pour lui immaculé. Et de fait, il a quelque chose de presque d'immatériel. Vous voyez, très peu d'intervention, une peinture elle-même et une forme qui résulte pas d'un travail méticuleux du pinceau, mais d'une peinture qui a soit été jetée sauvagement sur la toile, soit frottée à l'aide d'un textile, et une extraordinaire économie de moyens. D'où l'idée, effectivement, de Bacon d'accomplir. Une autre possible représentation de ce que serait un art dionysien, c'est cette dune de sable de 1981, très vaporeuse, vous le verrez, là aussi dans l'exposition. Alors le tragique, auquel Bacon est attaché, vous l'avez vu, il peut prendre la forme mythologique, effectivement, des récits grecs ou des tragédies, mais Bacon est aussi attaché à le traquer, à l'illustrer dans l'histoire contemporaine, dans le monde contemporain. Et on sait que pendant plusieurs années, il a nourri le projet de peindre un tableau susceptible de résumer l'histoire européenne du XXe siècle. Un grand tableau d'histoire, en sorte. Et on sait aussi que l'atelier de Bacon, vous en verrez une petite restitution dans l'exposition, est rempli d'un humus au sol qui est constitué de toutes les images extraites de livres, de magazines, de photographies des uns et des autres, qui sont là au sol et que Bacon parfois va chercher pour réaliser un tableau.
Parmi ces innombrables photographies, il y en a 2 qu'il a retenues pour faire ce tableau résumant l'histoire du XXe siècle. Une des premières images, c'est celle-là. C'est une image de 1919 qui montre le président américain Woodrow Wilson qui sort du quai d'Orsay où il vient de parapher le traité de Versailles. Vous voyez, c'est celui qu'on voit à gauche. Traité de Versailles, qui, vous le savez, qui était censé entériner la paix après la Première Guerre mondiale et qui, en fait, va être à l'origine de la Seconde, due à l'humiliation que vont ressentir les Allemands liée à la rigueur de ce traité. Deuxième image, c'est celle-ci, qui traîne aussi dans l'atelier de Bacon, dont il prélève le détail que vous voyez à gauche, et la scène en question est la scène de crime de Léon Trotsky, donc ce bolchevique originel, qui est assassiné par les sbires de Staline en 1940 au Mexique, d'ailleurs dans la maison de Diego Rivera. Donc vous voyez, ce sont ces 2 images qu'il retient, à vous de les interpréter. C'est la guerre qui marque l'Europe du XXe siècle, et c'est l'avènement du communisme, une pensée qui effectivement a contribué à bouleverser totalement à la fois l'équilibre politique, mais également l'histoire de ce XXe siècle européen. Au centre, son compagnon de l'époque, John Edwards. Ici, T.S. Eliot. T.S. Eliot, Bacon dit « je le connais par cœur ». Et de fait, il le connaît par cœur. Il en cite des vers intégralement et même certains passages. T.S. Eliot lui inspire en 67 un triptyque, celui-là, et c'est un triptyque qui renvoie à un texte de T.S. Eliot qui s'appelle Sweeney Agoniste, qui met en scène 2 prostituées qui vont être assassinées par quelqu'un d'ailleurs qui les préviendra du crime qu'il va commettre par téléphone, celui qu'on voit à droite. Au centre, évidemment, une scène liée à ce massacre. Il faut savoir que T.S. Eliot, vous l'avez vu, je vous l'ai dit précédemment, c'est à travers lui que Bacon a découvert Eschyle en 1939. Toute la poésie de T.S. Eliot est hantée par une référence grecque, Eschyle en particulier. C'est quelqu'un qui, comme Nietzsche, est au cœur de l'expression du tragique le plus originel. Il suffirait de citer les 3 premiers vers que je ne vais pas citer, je ne m'en souviens plus exactement, de Wasteland, le grand poème de T.S. Eliot, qui disait Avril est le plus cruel des mois, la jacinthe y fleurit sur les tombes quelque chose comme ça. En tout cas, dès le premier vers, on a cette polarité, cette complémentarité entre l'énergie printanière, le renouveau de la vie et les décombres, d'où vient précisément, sur quoi s'appuie et dont se nourrit cette fleur qui est en train d'éclore. Idée évidemment tragique, là aussi, je pense par excellence. Ça va donner à Bacon, ce Wasteland, l'idée d'un certain nombre de paysages qu'il désigne explicitement comme Piece of Wasteland, ici. Des paysages qui découlent aussi de cette idée-là, une terre aride. Des tableaux comme celui-là qui sont inspirés là aussi d'un vers de T.S. Eliot où il est question d'un personnage qui tourne une clé et le vers doit dire à peu près quelque chose comme ça. Chacun tourne sa clé et s'enferme dans sa propre prison, quelque chose comme ça. C'est aussi, vous le voyez, une figure qui renvoie directement et tardivement, ou un écho tardif, de l'impact des images du Picasso de Dinard, ces figures qui ouvraient les cabines, on le voit ici, ça revient. Eliot, c'est aussi c'est pas seulement une inspiration iconographique ou narrative, c'est aussi une structure, c'est aussi une forme. Vous voyez ici un manuscrit de T.S. Eliot. C'est frappant dans les manuscrits, mais c'est audible dans les textes, vous le verrez. C'est un auteur qui compose ses poèmes par agglomération, à la façon d'un collage. Il emploie dans un poème comme Wasteland 4 langages différents. Donc vous avez des strophes en italien, en latin, en français, en allemand. Cette idée d'une juxtaposition, vous voyez un autre des manuscrits de Eliot, c'est évidemment ce qui va inspirer aussi la structure même des images de Bacon, qu'on pourrait évidemment très directement rattacher à la postérité du collage cubiste. Le collage est une des données de l'esthétique de Bacon. Vous en voyez ici un essai. Il y a une photographie peinte
il y a un fragment de toile écrue, il y a un fragment anatomique et il y a au sol un journal sur lequel il a, vous le verrez dans l'exposition plus nettement, placé des lettres sorties d'un lettracet, des lettres adhésives, qui renvoient peut-être, probablement, à la grande tradition du collage cubiste. En tout cas, comme il l'interprète lui. Autre grand auteur de référence pour Francis Bacon, Joseph Conrad. Joseph Conrad avec un livre en particulier qui est Le cœur des ténèbres. Vous le connaissez même si vous ne l'avez pas lu, puisque c'est le livre qui sert de trame narrative à Apocalypse Now, le film de Coppola. C'est le récit de la remontée d'un fleuve de la civilisation jusqu'au cœur de la sauvagerie. Vous connaissez l'histoire à peu près. Ce triptyque est inspiré par Le cœur des ténèbres, très nettement, et cette idée qu'a eu Bacon de produire un triptyque a été ravivée chez lui par sa découverte d'un personnage qui est Peter Beard, dont vous voyez une photo qui est issue de l'atelier. Peter Beard est un reporter, un photographe, qui a publié en 1965 cet ouvrage, End of Game, dans lequel il fait le récit, y compris photographique, de l'extinction des éléphants du Kenya, victimes du trafic d'ivoire. Pour avoir dénoncé au Kenya même ce trafic d'ivoire, Beard avait été emprisonné et lorsqu'il est libéré, il rédige cet ouvrage, il le présente à Londres dans une librairie, Bacon assiste à cette signature, va vers Peter Beard et lui dit « mais vous êtes sorti d'un livre de Conrad, effectivement, il y a un peu de ça ». Le livre de Conrad, je vous le résume rapidement, c'est presque la description mot à mot de cette réversibilité possible entre la plus haute civilisation et la plus grande barbarie. Tout le récit nous amène, à la fois par le décor, mais par l'évolution psychologique des protagonistes, d'un état de civilisation à un état de barbarie. Très important. C'est aussi évidemment une dénonciation très virulente du colonialisme sous toutes ses formes. Bacon avait des raisons de s'intéresser au colonialisme anglais lié à l'expansion impériale anglaise, puisque la plupart des membres de sa famille vivaient en Afrique du Sud, jusqu'à sa mère, qui, lorsqu'elle se remarie, après le décès du père de Bacon, s'installe en Rhodésie. Donc il savait ce que c'était que l'État colonial, et évidemment, cette dénonciation opérée par Conrad pouvait être renforcée par le récit fait par Michel Leiris de la traversée de sa traversée de l'Afrique, vous le savez, dans l'Afrique fantôme, qui est aussi un des récits les plus virulents contre le colonialisme occidental. Ceci pour vous montrer non seulement une belle image, mais aussi un sujet qui est lié, au fond, à cette expansion européenne sous les auspices du colonialisme. C'est le prométhéisme, peut-être, de cette civilisation européenne, qui est, je vous montre ça pour vous rappeler la figure centrale. On voit effectivement, dans le panneau central, un oiseau de proie qui vient dévorer un personnage qui est déjà presque écorché. Ça a été compris, interprété aussi comme étant une représentation de Prométhée. Et au fond, ce qui est là, Prométhée, c'est cette civilisation occidentale qui est prise de cette hubris de rayonnement et qui projette ses valeurs, y compris les plus excessives, sur la planète entière. Autre tableau qui a été rapproché de Joseph Conrad, cette fois par un philosophe français qui a publié en 1981 un essai sur la peinture de Bacon, c'est Gilles Deleuze, qui rappelle dans son texte La logique de la sensation, lui aussi évoque un passage du texte de Conrad qu'il met en parallèle avec ce tableau. C'est le passage où les protagonistes du récit de Conrad sont sur un bateau qui remonte donc ce fleuve africain. Ils ont emprisonné un Africain et l'Africain ne peut parler et respirer que par un tout petit trou. Et Conrad décrit ce personnage qui semble tout entier sortir par ce petit trou minuscule. Évidemment, ça suggère à Gilles Deleuze un certain nombre de représentations où on voit les figures de Bacon qui semblent aspirer par le trou d'un évier en particulier, ce qui peut être le cas ici. Miroir de la tauromachie,
Ça nous amène à Michel Leiris. Bacon rencontre Michel Leiris en 1965 à Londres lors du vernissage de l'exposition Alberto Giacometti. Il se lie d'amitié avec Leiris, qui, à son retour à Paris, lui envoie son dernier ouvrage, c'est-à-dire la publication réactualisée d'un texte de 1938, Le miroir de la tauromachie. Texte dans lequel Michel Leiris rapproche le geste et le jeu tauromachique de l'exercice de la poésie ou de la peinture. L'artiste, nous dit Leiris, est comme le torero. C'est-à-dire, au fond, il s'emploie à faire entrer dans la logique géométrique des formes parfaites la violence, la bestialité la plus radicale. C'est ce que fait le torero, décrit par Leiris comme celui qui va s'efforcer d'emmener par sa chorégraphie le taureau à réaliser des formes parfaites que Michel Leiris rapproche évidemment des formes parfaites du platonisme, les idées pures. Encore une fois, vous voyez à quel point la polarité entre, ni plus ni moins, le torero, c'est peut-être Apollon en train d'essayer de faire entrer Dionysos dans cette logique géométrique. Toujours est-il que cette lecture du miroir de la tauromachie va inspirer à Leiris un certain nombre de tableaux tauromachiques, celui-là en particulier. Ça va le conduire à produire en 1990 le seul ouvrage illustré qu'il a jamais produit, illustrant le miroir de la tauromachie de Michel Leiris. Ceci peut être pour suggérer quelque chose qui est très présent dans les analyses de Michel Leiris, c'est-à-dire comment la véritable beauté a toujours à faire avec l'accident, le hasard, voire la destruction. Vous voyez, on est toujours dans le même registre de valeurs. Et ce hasard, effectivement, Bacon va en faire sa méthode, puisqu'on sait qu'il réalise un certain nombre de tableaux, comme celui-là, en jetant sur la toile des boulettes de peinture. C'était quelqu'un qui a fait du jeu, y compris du jeu à la roulette, une de ses activités favorites. Le jeu est vraiment quelque chose de très présent dans l'esthétique de Bacon. On le voit ici dans un autoportrait. Oui, c'est amusant. Un des portraits de Georges Dyer, dont l'image reflétée dans le miroir, ça peut paraître excessif, mais me semble rappeler une autre grande peinture de Velázquez que, évidemment, Bacon connaît par cœur. C'est cette Vénus de la National Gallery de Londres, où il est question, là aussi, et on verra ça, ce dispositif dans plusieurs tableaux de Bacon, d'une figure qui est vue en réflexion. Ici un triptyque, vous le verrez, où on retrouve également des traces, et jusqu'à la fin de son œuvre, de l'intérêt de Francis Bacon pour la photographie. C'est aussi quelque chose qui le rattache véritablement à la, tradition moderne. Il est passionné pour l'œuvre de Velázquez, mais c'est quand même du côté de la photographie, du cinéma, qu'il va chercher l'essentiel de ses inspirations iconographiques. Tableau qui m'intéressait aussi, comme celui-là, vous le voyez, pour la forme qui est dans la partie basse du tableau. Ceci, petite parenthèse, pour témoigner d'un intérêt de Francis Bacon qui a été assez peu relevé par les historiens d'art, qui est son intérêt, plusieurs fois répété dans ses interviews, pour l'œuvre de Marcel Duchamp. Oh, quel rapport? Rapport précis. Parlons philosophie. Si Marcel Duchamp résume sa philosophie, et il le fait parfois, il rend compte de son projet comme un projet qu'il qualifie de co-intelligence des contraires. Ça, c'est vraiment le résumé de la pensée de Marcel Duchamp. Et vous voyez qu'on est absolument dans cette idée. Ça peut être une autre traduction possible de la notion de tragique. Autre chose qui intéresse formellement Francis Bacon, c'est, et là aussi il le dit, la façon dont Marcel Duchamp a été celui qui, au XXe siècle, a réussi le plus parfaitement à concilier les exigences d'une représentation réaliste du corps humain, de la physiologie, et l'abstraction la plus parfaite. Ah bon? Effectivement, c'est ce que, sans doute, Bacon a vu dans la partie supérieure du grand verre. Vous en voyez ici un détail, c'est la partie où Marcel Duchamp représente ce qu'il appelle l'épanouissement de la mariée.
une forme qui renvoie à cette figure de la mariée, mais vous le voyez, qui sous l'effet de l'épanouissement, c'est-à-dire d'un transport extatique, en tout cas d'un bouleversement de type dionysien, acquiert cette forme-là. Or, ces formes-là, elles sont vraiment partout dans les œuvres de Bacon. Lien un peu inattendu. Autre chose qui fascine Bacon chez Duchamp, c'est la précision. Et on sait que Duchamp était un obsédé de précision, et aussi un géomètre accompli. Donc tout ça renvoie, et vous le verrez dans l'exposition, c'est inattendu, mais c'est pourtant le cas. Triptyque dans l'exposition présent, dont vous voyez cette fois les figures enfermées dans des sortes de polyèdres suggérés par leurs arêtes, eh bien on sait, ça vient de là, c'est-à-dire d'une composition de Marcel Duchamp, optique la stéréoscopie réalisée à la main, où il dessine sur un fond de paysage marin ces formes géométriques. Georges Bataille, alors Georges Bataille, lu par Mathieu Amalric, Bataille a ceci de particulier que, déjà, c'est le premier Français à citer Bacon. Ah oui, en 1962, dans Les Larmes d'Eros, il reproduit ce tableau de 1954, les deux figures sur un lit. La voilà ici. Figure qui elle-même est inspirée, et on revient encore à ses sources photographiques, par les lutteurs de Muybridge. De même que ce tableau qui est aussi dans l'exposition est inspiré directement par cette série de photographies de Muybridge, c'est-à-dire d'un corps qui est en proie à une suspension un peu étrange, c'est celle-là. Et c'est ça que reproduit aussi Francis Bacon. Georges Bataille, c'est l'auteur évidemment de la revue Document, entre autres, la revue qu'ils fondent en 1929. On sait que Bacon, à travers Roy de Maistre, qui était ami avec un des membres d'une galerie Zwimmer, galerie de Londres, a accès dès 1930, peut-être 29, à l'ensemble des publications parisiennes d'avant-garde, et en particulier la revue Document. La revue Document, vous le savez, c'est presque du nietzschéisme appliqué. Nietzschéisme tendance dionysiaque, évidemment. Dans la revue Document, on trouve un article critique, un dictionnaire critique, avec un certain nombre de définitions, dont celle de la bouche. Cette bouche est illustrée par la photo que vous voyez ici à gauche, qui est une photo de Boiffard, et évidemment, un certain nombre d'exégètes anglais d'abord, Donadus et d'autres, ont rapproché les gueules hurlantes de Bacon de ce texte de Bataille, peut-être même allant jusque-là, jusqu'au pape. Autre grand sujet bataillien, les abattoirs, photographiés par Élie Lothar, le photographe qui accompagne d'ailleurs, c'est intéressant, il réalise un reportage photographique aux abattoirs de la Villette en compagnie d'André Masson. Les photos sont reproduites dans la revue Document et évidemment tombent sous l'œil de Bacon qui, vous le connaissez, avait un goût particulier pour la boucherie et les carcasses, au point, et ça fait partie de la légende baconienne, de toujours s'étonner en entrant dans une boucherie de ne pas être à la place de la pièce de viande pendue à son croc. Autre œuvre dans l'exposition. Vous avez raison de sourire parce qu'il y a, on l'oublie, mais il y a de l'humour et beaucoup, peut-être même de légèreté chez Bacon, même si les sujets peuvent paraître parfois un peu tendus, un peu dramatiques. Autre image qui figure dans la revue Document, publiée par Bataille, les enluminures de l'Apocalypse de Saint-Sévère. Vous voyez ces figures, en particulier de harpies, qu'on va retrouver évidemment, là aussi, dans la forme que Bacon va donner à ses Euménides. Tableau 80-82, je passe un peu. Je vois le temps, là, c'est bon le temps, donc. Et ici, une image, là aussi, qui fait partie de la légende de Francis Bacon, photo de son atelier, avec, dans l'atelier, l'image du dernier tableau inachevé. En fait, le dernier tableau achevé, c'est celui-là. Il est dans l'exposition. Et c'est intéressant parce que c'est un tableau qui, évidemment, s'inscrit dans la logique ou la postérité de ceux qu'il avait consacrés à la corrida sous l'inspiration du miroir de la tauromachie. Mais là, on est en 91, c'est-à-dire à un moment où Bacon réalise de très nombreux séjours à Madrid, où il va d'ailleurs décéder un an plus tard. Et on sait également que
en 88, il réalise un grand triptyque inspiré par une autre source littéraire liée à la tauromachie, c'est Lorca. Un poème de Lorca va inspirer un triptyque tauromachique de Francis Bacon. Et cette dernière image peut être peut-être comprise comme une sorte de résumé de l'œuvre de Bacon. On ne sait pas s'il est le taureau ou le torero, celui qui règle l'horloge géométrique du monde ou celui qui se livre à la débauche la plus totale. En tout cas, cette image-là est extraordinairement polarisée. Le taureau, évidemment noir sur ce fond blanc, cette silhouette d'un animal sauvage qui s'avance sur le lieu de son sacrifice, etc., etc. On retrouve là un peu tous les thèmes concentrés que l'on a déjà évoqués, et on comprend que cette œuvre puisse agir comme une sorte d'emblème de l'œuvre de Bacon. Je m'arrête ici si on veut garder un quart d'heure de questions. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je sais pas si... Là, ce que je vous montrais en défilement rapide, c'était quelques-uns des ouvrages inspirés par la peinture de Bacon. Ça, c'est un autre phénomène très français et très surprenant. C'est l'artiste qui, au XXe siècle, inspire le plus les auteurs, et les auteurs français en particulier. Vous avez vu, de Jonathan Little à Philippe Solers, en passant par Hervé Guibert ou Claude Simon, et de nombreux autres. On a publié parallèlement au catalogue, vous verrez, une anthologie de textes inspirés par Bacon, et on trouve là des psychanalystes comme Anzieux, on retrouve là Kundera, on retrouve absolument toute la planète littéraire française de l'époque. Bonsoir. Je voulais vous remercier déjà de l'excellence de votre conférence. Moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Je trouve aussi intéressant le travail sur vous parlez sur le flou, sur l'informel. Et je me posais aussi la question sur les nombreuses photographies, par exemple, de boxeurs. On sait qu'il y avait une énorme collection sur des boxeurs, mais aussi des photos de faits divers avec des véhicules, enfin plein de données. Et je m'interrogeais aussi sur, après, lorsqu'on voit les figures des crucifixions, comment aussi le cinéma s'est aussi en partie emparé des corps et des chairs de l'esthétique de Bacon. Notamment, on voit dans certains films, presque comme Alien ou d'autres, reprendre cette esthétique. Même Giger, aussi un artiste qui a repris aussi ce côté charnel et je dirais presque brutal de Bacon. Et donc voilà, je voulais avoir un peu votre point de vue sur ces points de connexion visuelle et cinématographique aussi dans son œuvre. Merci. Oui, non, il existe sans doute, mais ça je ne l'ai pas étudié, une postérité cinématographique de Bacon, sans doute, mais je crois qu'il faut revenir à l'intérêt de Bacon pour le cinéma. Je pense que l'intérêt de Bacon pour le cinéma, c'est du même ordre que son intérêt pour la chronophotographie, c'est-à-dire des images qui témoignent du mouvement des corps dans l'espace, et on pourrait résumer ça, des images de la vie elle-même. Et je crois que c'est ça l'ambition profonde, définitive de Bacon. D'ailleurs, il le dit, le répète à longueur d'interview. C'est ça son projet ultime. Essayer par les moyens, qui sont quand même des moyens paradoxaux de la peinture, qui va fixer l'image, de rendre compte de cette présence réelle, existante d'un individu ou autre. D'où sans doute ces déformations qui sont le trait d'union entre les différentes photos de Muybridge ou entre les différentes facettes d'un portrait cubiste. Bonsoir cher monsieur, merci pour cette conférence. Je voulais simplement dire que ce que vous venez d'expliciter est relatif aussi à la passion qu'avait Bacon pour Degas. Et on sait que Degas était fasciné par le mouvement et le vieux Degas s'intéressait beaucoup à ce que faisait Muybridge. Et on a chez Bacon, je crois, dans ses compositions picturales, une fusion du travail et pictural et cinétique qu'on a chez Degas. On n'oublie pas, par exemple, dans ses portraits de George Dyer ou dans ses triptyques, toutes ces positions, là, pour le coup, on peut dire les postures de Dyer ou de ses autres amants qui renvoient aux femmes se séchant, femmes dans leur tub ou les petites danseuses de Degas. Oui.
C'est vrai qu'on aura la chance d'avoir une exposition de Degas à Orsay sous peu, donc je pense qu'on pourra faire le parallèle. Mais j'étais frappé pendant l'accrochage, effectivement, de la présence ou de la réminiscence d'un certain nombre d'éléments issus de la peinture de Degas. Et on sait aussi que Francis Bacon, lorsqu'on lui demandait quelles étaient ses œuvres favorites à la National Gallery, il identifiait toujours ce pastel de Degas, où on voit une femme dans le tube essayant de se frotter le dos, avec, évidemment, par le geste même qu'elle accomplit, une sorte de saillie de la colonne vertébrale qui fascinait absolument Francis Bacon. Donc oui, c'est une vraie source, oui. Pourquoi est-ce que vous faites démarrer l'exposition en 71 ? Alors, parce que je pense qu'il y a, je crois vous l'avoir dit, une sorte de mutation à la fois psychologique, mais surtout artistique dans l'œuvre de Bacon autour de cette année charnière. Je vous l'ai dit, les raisons essentiellement la vision et la méditation que lui inspire le spectacle de son œuvre accomplie depuis l'origine, évidemment. Pour un peintre, c'est toujours le moment d'une réflexion, d'une remise en cause et de l'élaboration de nouveaux projets. Il y a ce bouleversement émotionnel qui est lié à la mort de Dyer, qui va le libérer totalement. Bon, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est incroyable de constater à quel point le Bacon d'après 71 semble apaisé. Et ça procure des tableaux, effectivement, où la joie de vivre, qui était complexe dans son expression au préalable, devient là absolument lisible, patente, rayonnante. Il y a là quelque chose qui s'est opéré en 71, qui, je pense, est de l'ordre du règlement de compte oedipien. Tous les compagnons qui avaient choisi Bacon avant 71 étaient, par exemple, Peter Lassie, ancien pilote de la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale, avec lequel il avait une relation. Le terme de passionné est carrément l'euphémisme le plus bas. C'était conflictuel et plus que bagarreur. Quand il rencontre George Dyer, il rencontre le même type de personnage. C'est un malfrat, c'est un type qui est en train de cambrioler son atelier, il pense que c'est un dur. Il est carré, il a fait de la boxe, etc. Et il découvre au fil du temps que ce pauvre Dyer est une fragilité émotionnelle insigne, et finalement il va retourner ce qu'il attendait de lui en matière de masochisme en une forme de sadisme. Toujours est-il qu'avec sa mort, tout ça va avoir un terme. On voit les représentations de ses amants après 71, c'est incroyable de mesurer, vous le verrez dans l'exposition, à quel point ils sont tendres. Avant, on peut littéralement dire qu'il leur cassait la gueule par tous les moyens. Là, ça devient extrêmement joli, les postures sont pas violentes, il ne les vrille pas comme il le faisait avant. Et c'est vrai qu'effectivement, cette histoire avec son père devait être absolument très lourde à porter. Vous savez, par les biographies que vous avez pu lire de Bacon, que très tôt, son père a décelé chez lui ce qu'il interprétait comme étant une forme de défiance. Il faut savoir que son père était un ancien officier de l'armée anglaise, qu'il était éleveur de chevaux et qu'il faisait corriger régulièrement Bacon par des palefreniers. Et Bacon raconte combien il a pris de rouste étant enfant. Et évidemment, tout ça venait de son père, qu'il adorait, qu'il adulait et qui en même temps lui imposait cette violence extrême. Et tout ça, je ne suis pas psychanalyste, mais je pense que tout ça se règle autour de 71. Et d'un seul coup, la peinture devient vraiment libérée, lumineuse et autres. Et je crois que c'est celle qui m'intéresse en tout cas. Voilà, donc en fait, on va voir l'expo du Bacon doux. D'où, je ne sais pas. D'où, je ne sais pas. Si ça ira jusque-là, mais... Petite question en fait technique. Déjà, merci beaucoup pour ce moment. Pour construire une exposition comme celle-ci, il est mort, c'est un de nos contemporains. Y a-t-il un représentant de la famille ou quelqu'un ou une fondation qui vous soutient ou le contraire Non, en principe, il y a une fondation Francis Bacon. Quand Francis Bacon est décédé, il a cédé à la fois son atelier, ce qui restait des œuvres achevées ou inachevées, et ses droits moraux à John Edwards, que l'on voit à plusieurs reprises. Quand John Edwards est décédé, il l'a cédé à son tour à son ami. Donc on est assez loin maintenant de Bacon, avec des personnes en charge du droit moral, par exemple, qui n'ont pas connu Francis Bacon. Donc on est dans cette situation-là. Il y a des œuvres effectivement dans la Fondation, mais je n'ai pas pu en avoir une seule parce que la Fondation fait circuler le fonds d'atelier des œuvres de Bacon. Par exemple, actuellement, elles sont en Corée, dans des expositions évidemment rémunérées, etc. Donc voilà, la Fondation, oui, mais
Ce qui est intéressant avec cette fondation, c'est évidemment qu'elle conserve les archives de Bacon, la bibliothèque de Bacon, et qu'elle a dans son comité un certain nombre d'historiens d'art patentés qui ont été les auteurs du catalogue raisonné dont on dispose aujourd'hui. Pour ce qui est des œuvres, c'est plus compliqué. Bonsoir. Je voulais savoir quelles étaient les positions de Bacon vis-à-vis de la religion. Je pense à ça en voyant quand vous nous avez montré le portrait du pape que je trouvais assez effrayant, et je me demande aussi pourquoi est-ce qu'il a refusé de voir ce portrait de pape de Velázquez, il me semble. D'abord, Bacon n'était absolument pas religieux. Il est né en Irlande, mais d'une famille anglaise qui était là, qui est revenue ensuite en Angleterre, anglicane sans doute, mais en tout cas, lui, pas religieux spécialement. Il s'est intéressé à certains sujets religieux. Vous avez vu une crucifixion en 1933, vous avez vu des figures au pied d'une crucifixion, vous avez vu le pape, etc. Mais je crois que ce qui l'intéresse, et il le dit, c'est que le thème religieux, en particulier l'iconographie de la crucifixion, a été au fil des temps, dans l'histoire humaine, le support à l'expression de subjectivité, du sentiment existentiel de différents grands artistes, comme une sorte d'exercice imposé pour rendre compte, disons, du sens tragique de la vie. C'est ça qui intéresse Bacon, mais surtout pas la signification religieuse. Il s'intéresse beaucoup plus à l'Antiquité, et il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, il essaie d'entendre et de donner une forme à cette voix issue de l'Antiquité. Ça l'intéresse beaucoup. L'histoire du pape, je pense que vous avez compris que derrière le pape, il y a le papa aussi. Donc ce choix du pape est peut-être pas non plus totalement anodin dans l'iconographie et la façon dont il le fait hurler, etc. Je ne sais pas trop. Mais je crois qu'il y a un triptyque ou des tableaux au Vatican, d'ailleurs, symptomatiquement, ce qui est étonnant. Je pense que donc on va pouvoir clôturer. Merci beaucoup Merci. Didier Ottinger pour cette conférence.